Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a lieu cette fois-ci dans le cadre du salon virtuel. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler des entités. Alors déjà, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Hervé Lausson, je suis énergéticien, psycho-énergéticien, je fais de la communication animale, du conseil en huile essentielle, en algues, en plein de choses en fait. Je suis un peu multicasquette. Comme on dit, je suis un multipotentiel, donc je fais pas mal de choses différentes. Et notamment, je fais ce que l'on appelle du soin énergétique. Alors attention, là, le mot soin est à prendre au sens étymologique du terme. Donc porter attention à, s'occuper d'eux. Donc je travaille avec la technique, essentiellement la technique du docteur Luc Bodin, qui est un mélange entre le magnétisme, le chamanisme, la médecine chinoise et pas mal d'autres choses encore. Et j'ai je me suis pas mal approprié la technique, c'est-à-dire que vraiment j'ai ma manière de travailler qui m'est propre. Et je remarque beaucoup, de plus en plus, la présence d'entités sur les personnes qui viennent me voir. Alors je suppose que ça doit être lié au phénomène d'augmentation du taux vibratoire de la planète. Malgré tout, ça reste une évidence pour moi qu'il est vraiment temps de parler de ce sujet, car c'est un sujet qui peut faire peur, qui effraie pas mal de monde, même certains de mes collègues. C'est un sujet qui est très difficilement compréhensible, et c'est un sujet qui est facilement controversable. Donc les informations que moi je vais vous donner aujourd'hui, elles sont issues essentiellement de mon expérience, de ma pratique, de mes observations personnelles. Parce que effectivement, il n'y a pas de termes précis et concrets sur le sujet, bien que les termes soient à peu près les mêmes utilisés par tous les praticiens. Il y a quand même des variantes, des choses qui font que d'une personne à l'autre, on n'aura pas forcément la même terminologie. Donc moi, je vais essayer de vous expliquer la manière dont moi je perçois les choses, la manière dont moi je les ressens, parce que je ressens essentiellement les choses dans mes mains, et, et puis ce que j'ai pu constater, observer avec le temps, avec les années, avec la pratique. Sachez également que c'est un sujet qui est extrêmement vaste. J'ai beau pratiquer ça et être dans ce domaine depuis très longtemps, j'en découvre encore quasiment toutes les semaines. C'est quelque chose de vraiment immense. Donc le sujet exact d'aujourd'hui, ce sont entités et présences. Que sont-elles? Pourquoi sont-elles parfois problématiques? Donc on va commencer par deux petites définitions qui devraient aider pour certains à comprendre les choses. Alors on va commencer par la définition de la présence. Qu'est-ce qu'une présence? Bien sûr, il y a d'autres acceptions à cette définition, mais dans le dictionnaire, on a comme définition, par exemple, le fait d'exister, de se trouver dans un lieu, dans un milieu, dans une substance ou chez un individu. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est présent, qui est là. Et qu'est-ce qu'une entité? Alors, une présence est une entité n'est pas forcément une présence. Une entité, si on regarde le terme usuel le plus courant tel qu'il est décrit dans le dictionnaire, c'est une chose réelle, existante, mais représentable uniquement par une image ou par un concept. Donc des choses qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas vérifier. On sait que c'est là, on sait que ça existe, on peut les percevoir de différentes manières, mais on ne peut pas les mesurer, pour l'instant en tout cas. J'ai bon espoir que, avec l'évolution de la science, cela finisse par changer. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Alors, normalement, aujourd'hui, j'ai fait en sorte de voir les commentaires. Donc, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, je vous invite à me les poser. J'espère que je les verrai, qui vont bien apparaître chez moi. En tout cas, s'il y a la moindre question à laquelle je ne peux pas répondre pendant le direct, je me ferai un plaisir de vous répondre par la suite, soit dans les commentaires, soit en message privé si vous préférez me parler du sujet plus personnel. Bien. Alors commençons véritablement à rentrer dans le vif du sujet, les entités. Alors les entités, où est-ce qu'elles vont
se trouver. Vous allez les percevoir, du moins les personnes qui travaillent comme moi vont généralement les percevoir. Je dis bien percevoir parce que c'est pas forcément avec les yeux, hein. On peut le sentir de différentes manières. On va se rendre compte de leur présence, on revient à ce terme, dans les corps subtils. Alors, notre corps physique étant dans nos corps subtils, il est logique que ce soit en interférence avec notre corps physique. Toutefois, les entités vont essentiellement se trouver présentes dans les corps subtils. Le plus généralement, quand on travaille en énergétique, on va travailler sur le corps éthérique. Donc le corps éthérique, c'est notre réserve d'énergie. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer d'habitude, l'énergie n'est pas en nous, c'est nous qui baignons en elle. Donc notre corps énergétique, notre corps éthérique, il se trouve autour de nous, sur une épaisseur d'à peu près 20-30 cm, suivant les personnes, hein. Ça peut être un peu plus, un peu moins, ça va dépendre. C'est là qu'on le perçoit en général, on peut apprendre à le percevoir d'ailleurs, hein. Et ce corps éthérique va être le support de beaucoup d'entités possibles. Alors c'est pas systématique non plus, attention, hein. Je vais revenir là-dessus. Les autres corps peuvent également être sujets aux entités. Je travaille un peu moins sur les autres corps, bien que ça commence à être de plus en plus fréquent. Je n'ai pas encore assez de recul là-dessus pour pouvoir vous en parler. Je vous parlerai donc essentiellement de ce que j'ai pu observer, de ce que je connais. Alors, on parle des différents corps, hein, donc une petite représentation afin que vous voyez à quoi peuvent correspondre. C'est vraiment schématique, hein, on est d'accord. Bien. Alors, les entités et les présences. Il y en a énormément de différentes. Je ne pense pas qu'on puisse les dénombrer. Je ne pense pas qu'on puisse en faire une liste exhaustive. D'après ce que moi j'en perçois, il y a à mon sens autant de sortes d'entités qu'il y a de races d'animaux sur la planète. Insectes compris. En fait, où est-ce qu'elles évoluent ces entités? On est assez nombreux à être d'accord sur le sujet, qu'elles évoluent dans le spectre de l'invisible, donc dans ce qu'on ne perçoit pas avec nos yeux, bien qu'il y ait des personnes qui aient cette capacité à les voir. La plupart du temps, elles vont évoluer autour de nous, dans leur environnement, et ne s'occupent pas particulièrement de nous, hein, comme les animaux qu'on va croiser ne s'occupent pas forcément de nous. Certains d'entre nous sont capables de les percevoir de différentes manières, hein, que ce soit par la vue, par le toucher, par des différentes sensations, les perceptions extrasensorielles dont on parlait dans une autre vidéo. Et de la même manière, je pense que ces entités, certaines de ces entités sont capables de nous percevoir et d'interagir avec nous. Si elles vivent sur des fréquences légèrement différentes des nôtres, et que certaines ont cette capacité à nous percevoir, elles peuvent également nous utiliser pour leurs besoins. Toutes les entités ne sont pas forcément négatives. Certaines sont totalement neutres, certaines sont extrêmement bénéfiques. Dans les bénéfiques, on va parler par exemple tout simplement des anges, hein. Quelle que soit votre acception ou votre religion, on a des terminologies qui se rapprochent du concept angélique, des esprits de lumière, des entités de lumière, des êtres ascensionnés, enfin quel que soit le nom qu'on leur donne. D'ailleurs, il y en a certainement également autant de variétés différentes qu'on peut en trouver de négatives ou de neutres. Et celles qui vont interagir sur nous, donc soit elles veulent nous apporter quelque chose, que ce soit ce qu'on peut appeler des divinités, des alliés, des totems en chamanisme, des guides, ou que ce soit des entités qui cherchent à nous faire du mal, parce que c'est dans leur nature, parce que c'est comme ça qu'elles vivent, parce qu'elles en tirent quelque chose. Notamment, par exemple, une entité qui va se nourrir de colère, elle va s'installer chez nous pendant une période de grande colère ou de grande frustration, et elle va se nourrir de ça. Et elle va nous titiller, nous pousser à nourrir cette colère pour pouvoir continuer à la nourrir.
D'une autre manière, une entité qui va se nourrir de chagrin, de tristesse, elle va plutôt aller vers les personnes dépressives ou les personnes qui vivent un grand chagrin d'amour ou des choses dans ce genre-là. Chacune va avoir ses besoins, et il y a dans ces besoins des besoins neutres vitaux. Pour ça, on peut parler, par exemple, si on prend une analogie avec notre environnement, si on prend un moustique n'a pas vocation à être mauvais, à être dangereux, à être nocif, à être embêtant. Sa fonction, c'est de se reproduire, et pour se reproduire, il a besoin de se nourrir, et pour se nourrir, il a besoin de sang. Alors, il va le prendre chez les animaux, il va le prendre chez les humains, qui sont des animaux également. De la même manière, des entités vont venir se nourrir de nous sans forcément avoir d'intention mauvaise. D'ailleurs, certaines n'ont même pas d'intention du tout. Alors, on va commencer avec quelques exemples. Parce qu'en fait, comme je disais, des entités, on peut y classer énormément de choses. Et on va parler de choses qui vont peut-être vous surprendre sur le sujet. Alors, je vais commencer par les formes pensées. J'ai essayé de trouver des petites illustrations qui peuvent vous donner des idées de ce que j'essaye d'illustrer. Alors, les formes pensées, ce sont des pensées persistantes, des choses que l'on a, qui tournent tellement dans notre esprit qu'elles finissent par avoir une présence propre, une densité, et qu'elles vont finir par nous influencer. Ça peut même aller jusqu'à devenir quelque chose de totalement autonome, avec, dans certains cas, une volonté propre et un esprit propre. Dans ce cas-là, on va rentrer dans la catégorie des égrégores, qu'on peut classifier dans les croyances également. Les formes pensées, il y en a de très nombreuses. On reviendra un peu plus tard sur les mémoires et les programmes. Les formes pensées, ça peut être tout simplement je ne suis pas assez bien pour quelque chose. Donc forcément, à chaque fois qu'on va se retrouver face à cette chose, on ne l'aura pas. Parce qu'on n'est pas assez bien pour. Je ne mérite pas de. Je ne mérite pas d'être aimé. Alors forcément, on est seul. Ça peut aussi être des choses beaucoup plus denses, comme je ne suis pas fait pour gagner de l'argent. Dans ce cas-là, ça va prendre une telle force chez nous qu'on on va pas réussir quoi qu'on fasse, quel que soit notre métier, quelle que soit notre façon de faire, qu'on épargne ou non, l'argent va nous filer entre les doigts. Donc les formes pensées sont une forme d'entité, de présence, puisque ce sont des idées, des pensées présentes, récurrentes, qui prennent une consistance qui va finalement réinfluer sur nous. Donc quand on parle de pensée positive et de pensée négative, le pouvoir de la pensée positive, c'est également de pouvoir travailler sur ces formes pensées et de créer des formes pensées qui vont nous attirer quelque chose de positif, donc d'en créer des égrégores, des entités positives et bénéfiques, au détriment des entités et présences négatives, des idées négatives qu'on va avoir dans notre vie. Alors j'espère que je suis assez clair, c'est vraiment des concepts un peu compliqués à expliquer. Alors les croyances, on parlait des croyances, les croyances peuvent également créer des égrégores, ce sont des formes pensées. Les croyances sont très vastes, elles peuvent aller dans un grand nombre de sphères du mental, des sentiments, des émotions. Et elles vont influencer également notre vie de tous les jours. Alors on ne parle pas automatiquement de religion, on peut être dans la spiritualité, dans la religion, mais pas forcément. Une croyance, ça peut être, comme je le disais, je ne mérite pas d'être aimé. Ça n'a rien de religieux, ça n'a rien de spirituel. On est sur une forme pensée de type croyance qui va faire que, quoi qu'il arrive, soit on va tomber toujours sur quelqu'un qui se fout de notre gueule, soit on va finir seul. Attention, là aussi, ce n'est pas une fatalité. On peut sortir de ces schémas-là. Notamment en sortant du triangle de Karpman. C'est pas le sujet aujourd'hui, donc je ne vais pas développer dessus, mais je vous laisse chercher par rapport à ça. Ça peut permettre de sortir déjà de ces croyances-là. À partir du moment où on sort de ce cercle vicieux-là, on a beaucoup plus de liberté
et on peut évoluer beaucoup plus facilement dans plein de domaines. Alors, les mémoires et les programmes. Ce qu'on appellera souvent, Luc Baudin en parle comme des mémoires erronées, des programmes erronés. Ce sont des croyances, des formes pensées qui sont devenues plus que des égrégores, qui sont devenus des programmes, comme des programmes informatiques, qui influent sur notre façon de faire. Ça, ce sont des choses qui s'incrustent dans notre inconscient. Alors, on en parle d'entité parce que, effectivement, c'est quelque chose de présent et qui influe sur nous. Mais c'est vraiment notre inconscient. Donc là, l'entité sur laquelle on travaille dans ces cas-là, c'est notre inconscient. Hein. C'est pas quelque chose qu'on va éliminer, qu'on va chasser. Au contraire, c'est quelque chose qu'on va travailler, qu'on va reprogrammer par la pensée positive, par la psycho-énergétique, le FT, par une psychothérapie, par plein de méthodes différentes. Ho'oponopono, très intéressant également pour travailler sur les mémoires erronées, les programmes erronés. Donc ce sont tous des sujets un petit peu différents que je vous invite à venir découvrir soit sur mon site, soit venir me poser des questions plus précises sur le sujet. Donc ce sont des lignes de code qu'on s'est soi-même installées ou alors qu'on nous a installées dans notre vie, notamment dans notre enfance, dans notre éducation, notre culture, notre religion, etc. On en a plein des choses comme ça qui existent dans la vie. Et finalement, on a tous des programmes et des mémoires qu'on veut nettoyer, qu'on veut transformer. Ça peut faire partie de ces choses qu'on peut travailler en forme d'entité. C'est pas vraiment là-dessus qu'on a le plus d'incidence quand on travaille en énergétique, hein, bien entendu. Par contre, il peut y avoir un début de travail, une impulsion qui va permettre d'aller au-delà et puis de vraiment rentrer dans le fond des choses. Alors quand on est dans ce genre de choses-là, on parlait tout à l'heure des pensées, les mauvaises pensées, qu'elles soient les nôtres ou celles de quelqu'un d'autre, sont également des présences de type entité. Parce qu'à partir du moment où elles sont récurrentes, où elles sont fortes, elles créent un égrégore, elles créent une entité propre, qui a sa propre volonté et qui va agir et interagir sur nous. Alors souvent, quand on parle de mauvaises pensées, on va penser aux mauvaises pensées qui viennent des autres, hein, qui peuvent être totalement inconscientes. Elles ne sont pas forcément volontaires. C'est pas parce qu'il y a mauvaise pensée qu'il y a possession, envoûtement, magie noire, voilà. C'est simplement que une personne qui régulièrement pense du mal de vous, elle va influer sur vous. Notamment par ce qu'on appelle les liens. Donc là, j'ai fait une petite vidéo qui existe sur mon site et sur ma page YouTube, où vous pourrez voir comment apprendre à couper les liens assez facilement. Donc, je vous suggère d'aller voir ça. Donc, ça sera un petit peu plus détaillé sur le principe des liens. Je rentre pas plus dans les mauvaises pensées puisqu'on en parle déjà sur d'autres sujets, notamment tout ce qui est malveillance. Donc les malveillances peuvent être des mauvaises pensées. Elles peuvent être quelque chose de volontaire également, hein, quelqu'un qui va nous envoyer de mauvaises énergies tout simplement, sans chercher à aller dans ce qu'on va appeler de la magie, quelqu'un qui nous envoie de mauvaises énergies, de mauvaises ondes, il va y avoir de la malveillance. De la même manière, certaines entités ont des pensées malveillantes. Certains animaux aussi peuvent avoir, c'est un petit peu plus délicat parce qu'ils n'ont pas la même façon de penser et d'interagir que nous. En tout cas, c'est généralement bien moins virulent que ce qu'un humain peut mettre en place, ou certaines entités un peu plus puissantes. Je vais vraiment prendre plus de détails sur les entités plus puissantes tout à l'heure. Hein. Pour l'instant, je vous parle un petit peu des différentes catégories. Donc, les actes et les pensées de malveillance peuvent devenir de la même manière une forme égrégore, une forme d'entité, une forme pensée, un acte quelconque qui va interagir sur nous. Voilà. Quand on est dans les malveillances, on va pouvoir parler aussi de contrôle mental. Ça peut être une forme de présence. On n'est plus vraiment sur de l'entité, mais c'est une forme de présence. Quelqu'un qui va travailler par exemple la télépathie, ou quelqu'un qui va travailler ce qu'on peut appeler les poussées mentales, l'hypnose, il y a pas mal de choses différentes, hein, mesmérisme, etc., peuvent chercher à contrôler l'autre. Alors ça peut se faire par de la manipulation, tout à fait psychologique, verbale, etc., ou ça peut se faire par des idées, par des formes pensées,
par des mauvaises pensées, par des projections, ou alors même par magie. Donc le contrôle mental, c'est pour ça que j'en parle assez succinctement, c'est franchement très rare, parce que les personnes capables de faire ça, du moins sur le plan énergétique, à ma connaissance, c'est encore extrêmement rare. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse pour évoquer le sujet. Bien. Dans la catégorie des personnes malveillantes, on a les voleurs d'énergie. Qu'on les appelle vampires psychiques, qu'on les appelle psychopompes, bien qu'on soit dans un domaine déjà un petit peu plus sérieux, qu'on les appelle simplement nocifs. Certaines personnes vont nous voler notre énergie. Ça peut être également totalement inconscient, hein, ce qu'on appelle les personnes toxiques en général, vont nous pomper notre énergie de manière totalement inconsciente, parce que sans s'en rendre compte, elles vont nous saper le moral et elles vont se nourrir de ce qui ne va pas chez nous. Mais certaines personnes ou certaines entités peuvent simplement nous voler notre énergie. On reviendra sur des entités neutres qui volent notre énergie. Il y en a quand même pas mal qui ont cette capacité, aussi bien dans les personnes physiques que dans les entités. Et dans les actes de malveillance, on a bien entendu tout ce qui est sort, ce qu'on va appeler la magie noire en général. Hein. La magie n'a pas de couleur, c'est simplement une énergie, c'est une volonté, c'est une intention malveillante dans ce cas-là, puisque on peut avoir des intentions bienveillantes également. Hein. Donc ce qu'on va appeler les sorts peuvent être également considérés comme des entités. Pourquoi ? Parce que dans certains cas, un sort bien fait par exemple, entre guillemets, quelqu'un qui est vraiment doué dans ce qu'il fait, notamment les professionnels de ce qu'on appelle la magie noire, les envoûteurs et compagnie, ont la capacité de créer des sorts tellement puissants et élaborés qu'ils vont déjà être difficiles à repérer, très compliqués à enlever, parfois même avec des relances automatiques si on les enlève, et peuvent même aller jusqu'à créer une volonté propre, donc un véritable égrégore, une véritable entité qui va agir contre la personne. Donc les sorts peuvent effectivement être considérés comme des entités, comme des présences. En tout cas, il y a une présence de sort, il y a bien une présence qui n'est pas forcément une entité, mais qui a tendance à le devenir en général. Alors, chose un petit peu plus légère, bien que toujours de l'ordre de la présence ou de l'entité, c'est l'imprégnation. L'imprégnation peut venir de plein de choses. Ça peut venir d'un lieu où vous êtes, où vous habitez, quelque chose qui est déjà présent chez vous, dans la mémoire des murs, des sols, des lieux, dans l'ambiance d'un secteur, d'une région, que ce soit, par exemple, je ne sais pas, hein, quelqu'un qui va habiter à côté d'Auschwitz, les imprégnations peuvent être assez violentes. À côté de ça, quelqu'un qui va aller habiter à côté de Brocéliande, l'imprégnation ne sera pas du tout du même acabit. Et bien entendu, les imprégnations également ont tendance à attirer certains types d'entités, parce que elles vont créer des émotions, elles vont créer des sentiments, elles vont créer des perceptions chez les gens, des ressentis, des maladies, etc. etc. Donc c'est autant de nourriture potentielle pour certains types d'entités. Donc là encore, l'imprégnation n'est pas forcément à proprement parler une entité, mais elle peut l'être. Si vous êtes dans un lieu qui est habité, pas forcément hanté, hein, mais habité, il y a une imprégnation. Et cette imprégnation peut être une entité qui va éventuellement interagir avec vous. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se nettoyer ou sur lesquelles on peut apprendre à vivre avec. Ça dépend si elles sont ou non nocives pour votre santé ou belliqueuses. Voilà. Bien, maintenant, on va parler des choses un petit peu plus courantes. Alors, les sangsues. Je vous parlais tout à l'heure des moustiques, hein, qui ont tendance à se nourrir simplement de notre sang, parce que c'est comme ça qu'elles vivent. De la même manière, dans la nature, les sangsues, elles ont besoin de sang pour vivre, donc elles n'ont pas d'intention belliqueuse quand elles viennent s'installer contre nous. En énergie, en énergétique, sur les corps subtils, on parle également de sangsues pour tous ces petits parasites qui vont venir se nourrir de notre énergie. Ils n'ont pas vocation à faire du mal, ils n'ont pas vocation à nous nuire.
ils le font parce que quand ils nous prennent notre énergie, alors si on est en bonne santé, que tout va bien, qu'on se recharge, qu'on sait s'ancrer, s'enraciner, se recharger, se nettoyer, etc., il n'y a aucun souci. On va même pas les remarquer. Par contre, effectivement, si on n'a pas cette capacité, ce qui malheureusement est de plus souvent le cas chez les personnes que je rencontre, à moins qu'elles ne décident d'apprendre à le faire, eh bien ces sangsues vont finir par vous vider de votre énergie. Et donc dans ce cas-là, eh bien, il peut y avoir des fatigues chroniques, il peut y avoir des troubles au niveau du moral, au niveau de la santé, au niveau des émotions, etc. Donc les sangsues sont vraiment des entités sur lesquelles je travaille systématiquement, parce qu'à chaque nettoyage énergétique, j'enlève des sangsues chez tout le monde. Il faut savoir que je suis obligé de m'en enlever moi-même régulièrement, parce que finalement on y est tous sujets, de la même manière qu'on se fait tous piquer par des moustiques. Peut-être certains un peu plus que d'autres, mais on se fait tous piquer par un moustique au moins une fois dans notre vie. Et je pense bien au-delà. Et c'est pareil pour un peu tout type d'insectes. Donc les sangsues, ça fait partie de ces parasites énergétiques neutres qui sont là uniquement pour se nourrir. Donc pas forcément d'inquiétude à avoir à partir du moment où elles sont nettoyées régulièrement. Un petit peu plus embêtant, ce qu'on va appeler les miasmes. Alors, définir les miasmes, c'est compliqué. Ça peut être beaucoup de choses. Le mieux, c'est peut-être de vous expliquer dans quelles circonstances on va les choper. Par exemple, vous allez à l'hôpital. Que vous soyez hospitalisé ou simplement en visite ou pour un soin, il y a de fortes chances que vous chopiez des miasmes. Rien à voir avec ce qu'un médecin va appeler un miasme. On n'est pas sur quelque chose de physiologique là, mais véritablement sur une forme d'entité. C'est-à-dire, ce sont des présences parfois entités qui naissent de la douleur, de la souffrance, de la maladie, du désespoir, de la tristesse. Ça peut être considéré comme des formes d'égrégores. Ça va naître de ces choses-là. Et donc dans ces conditions-là, effectivement, ça peut prendre possession de nous. Alors, possession, non pas ça va prendre le dessus sur nous, mais ça va rentrer en nous. Ça va s'installer, ça va nous sauter dessus. Ou tout simplement, on va marcher quelque part et on va les ramasser. Ça va se coller à nous comme les petites boules de gaillet quand on va se promener dans les champs. Ça se colle à nous, tout simplement. Et la différence, c'est que les miasmes étant nocifs et potentiellement pathogènes, il vaut mieux pouvoir les enlever régulièrement. Donc ce genre de choses, on va les choper, comme je disais, dans les hôpitaux, dans les lieux de tristesse, dans les lieux de forte douleur, les anciens camps de concentration notamment, dans certains lieux publics. Je pense que dans le centre des impôts, on va en trouver. Pour vous donner quelques exemples par rapport à ça, dans certaines écoles, dans certains centres. Voilà. Bon, enfin, ça peut se trouver un peu partout, mais c'est vrai que là où il y en a le plus, c'est vraiment les hôpitaux. Souvent, les personnes à qui j'en enlève le plus, je peux leur demander, dans la majorité des cas, ils viennent de passer dans un hôpital dans les jours qui précèdent. Voilà. Donc ça fait partie de ces choses faciles à enlever, mais particulièrement désagréables et potentiellement nocives pour l'organisme. Alors plus dégoûtant, si on en prend l'image que je montre, les larves. De la même manière, les larves sont des rejetons d'entités, des reproductions d'entités qui vont s'installer en nous, tout simplement, soit parce qu'elles ont été mises là pour les faire grandir, pour les nourrir, soit parce qu'elles sont là, comme ça, on les a chopées d'une manière ou d'une autre, et puis elles s'installent parce qu'elles trouvent quelque chose à manger, comme une chenille sur une feuille. Elle va pas chercher l'arbre qui va lui plaire, elle va tomber sur la première feuille qu'elle trouve et elle va la manger. Voilà. Donc ce sont des choses qui s'installent en nous pour grandir, pour prendre de la force. Souvent, par la suite, elles font leur vie, elles retournent à leur vie une fois qu'elles ont éclos, qu'elles ont évolué. Parfois, c'est pas le cas. Je reviendrai là-dessus plus tard. Plus étrange et plus joyeux, plus étonnant, ce qu'on appelle les esprits animaux.
Alors les esprits animaux, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans le chamanisme. Euh, on n'est pas forcément, hein, sur des totems ou des guides, mais sur véritablement des entités, des esprits désincarnés, hein, qui ont une apparence ou un instinct proche d'un animal que l'on connaît. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut formuler, ça peut être à l'origine de certains maux du corps, certaines maladies, ou du moins y contribuer ou les accentuer. Mais ça peut également être tout simplement quelque chose, comme je disais, hein, qui s'est installé en nous parce que y avait la place, parce qu'il y avait une opportunité, parce qu'il y avait quelque chose qui l'intéresse. Si on prend par exemple une personne qui a un gros vide en elle, eh ben, ça crée un trou dans notre énergie. Et si un esprit animal ou un autre esprit, une autre entité passe par là et trouve son compte à s'y installer, eh bien elle va se mettre là. Alors au début, pas forcément de manière nocive, pas forcément pour nous faire du mal, mais petit à petit, à force qu'elle va s'y sentir bien, elle va commencer à prendre le dessus, à prendre le pouvoir quelque part, et à nous pousser à faire ce qui va être bien pour elle, plutôt que pour nous. On n'est pas encore vraiment dans de la possession, mais dans de l'incitation. C'est une forme de parasitage, hein, finalement. Hein, euh, donc c'est pas automatiquement bon pour nous d'avoir un esprit animal. Certains sont très très bénéfiques. D'ailleurs, certains chamans vont véritablement aller chercher des esprits animaux pour nous les ramener parce qu'ils vont nous aider. Certains peuvent être effectivement nocifs. Pas forcément à vocation de l'être, mais peuvent le devenir. Donc là, ça peut être vraiment des choses très variées. Hein. On peut être aussi bien dans la sphère des animaux que l'on connaît sur la planète que sur des concepts plutôt mythiques ou mythologiques. En fait, c'est les mots qu'on va mettre dessus, les formes qu'on va percevoir, vont dépendre effectivement du caractère ou du besoin ou de la volonté de cette entité. Donc c'est pas forcément parce qu'on va voir un singe que c'est un singe. C'est pas parce qu'on va voir un serpent que c'est un serpent. Rien à voir avec du religieux là-dedans. C'est plutôt sur un concept, une parabole, une image métaphorique de la manière dont l'entité agit, de ses besoins, de ses instincts, euh, de ses interactions avec nous, en fait. Voilà. Donc ça, ce sont des choses relativement faciles à nettoyer. Dans certains cas, elles peuvent être un peu plus accrochées, un petit peu plus belliqueuses. Dans l'ensemble, ce sont des choses vraiment très faciles à nettoyer que j'enlève très régulièrement par la plupart des gens qui viennent me voir. Alors, les élémentaux. Pareil, les élémentaux n'ont pas forcément vocation à être positifs ou négatifs. Ils peuvent s'installer chez nous de la même manière que les esprits animaux parce que il y a une place qui se libère, un intérêt pour eux à s'y installer. On pourrait catégoriser aussi dans le même genre d'action ce qu'on appellera les esprits planétaires. Enfin, comme je dis, il y a tellement de variétés, tellement de styles d'entités différents qu'il est vraiment complexe de vous en donner une liste détaillée, et on se mélange assez vite les pinceaux quand on commence à essayer. Disons que dans les élémentaux, on a vraiment ce qui va être lié aux éléments, hein, comme leur nom l'indique. Donc par exemple, pour l'élément eau, on va avoir tout ce qui est ondine, sirène, comme ça j'en ai pas d'autres en tête, les néreides, enfin voilà, des choses dans le genre. Dans les éléments feu, on va tomber, alors ça dépend des catégories, mais par exemple les dragons, les salamandres, les djinns, voilà, il y a un certain nombre de choses de ce genre-là. Dans l'élémentaire, on va retrouver également des dragons, on va trouver tout ce qui est petit peuple, gnomes, lutins, des choses dans le genre. Euh, on va avoir dans l'air également l'élément air, tout ce qui est fée, etc. Et on a des choses un petit peu plus inclassables qu'on mettra plutôt dans les catégories éthériques. Alors là, j'ai pas d'exemple qui me vient directement à l'esprit, mais bon, il y a quand même pas mal de choses différentes qui existent. Donc au niveau des élémentaux, souvent on va les retrouver dans des lieux, parfois sur des personnes, donc généralement parce qu'il y a quelque chose qui va les attirer. Soit pour équilibrer la personne, soit parce que la personne est en excès de quelque chose et qu'elle en profite pour se nourrir.
Notamment, si on trouve une salamandre ou un djinn chez une personne, il y a de fortes à parier qu'elle ait un excès de feu, que ce soit au niveau des reins, du foie, etc. On rentre dans des choses un petit peu différentes, on se rapprochera de la médecine chinoise dans ces cas-là. C'est juste pour vous donner un petit exemple de ce à quoi peuvent correspondre les élémentaux. Alors donc, je vous parlais par exemple donc, du petit peuple, les gnomes, les lutins, les choses comme ça. Généralement, ce ne sont pas des entités qui s'installent sur nous. On va plutôt les retrouver dans notre environnement, dans notre maison. Et encore, je dis notre maison, parfois c'est la leur avant d'être la nôtre. Si vous venez d'habiter quelque part, de vous installer quelque part, la maison existe, vous avez peut-être récupéré des entités qui étaient là avant vous, qui étaient là soit parce qu'ils ont été appelés ou invités par les précédents propriétaires, soit tout simplement parce qu'ils étaient là avant même la construction de la maison. Et comme ils ne vivent pas sur le même plan d'énergie que nous, les murs vont pas forcément être un problème pour eux. Et c'est pas parce qu'on construit une maison que le terrain, et du moins les énergies de ce terrain, nous appartiennent. On va vivre dans cette zone, on va s'installer sur cette zone parce qu'elle nous plaît ou parce qu'elle nous attire. C'est pas pour autant qu'on en est les propriétaires légitimes. Souvent on a des copropriétaires. Et des fois il faut simplement apprendre à vivre avec et ne pas en avoir peur. Donc c'est très rarement des créatures qui vont s'installer, des entités qui vont s'installer en nous, mais généralement dans notre environnement. Donc on peut avoir des interactions avec eux et donc effectivement il peut se passer des choses par rapport à ça. Je vais vous parler des dragons. Là on est sur des choses un petit peu plus subtiles, plus telluriques, plus ancestrales, des énergies plus puissantes. Là c'est pareil, on va plutôt être dans des lieux où ces entités habitent plutôt que les avoir en nous, bien que ça puisse arriver. Généralement quand ça arrive, c'est pas forcément des trucs très costauds ou très très gros, par contre là encore parce qu'ils y trouvent un certain intérêt. Dans le même genre des élémentaux, je vous parlais des elfes et des fées. Là c'est également des choses qui vont avoir tendance à vivre avec nous plutôt qu'en nous, bien que dans certaines situations, certaines peuvent tenter de prendre possession de nous. C'est quand même très rare. Voilà. Et maintenant, on va rentrer dans des choses un petit peu moins agréables. Les entités plus puissantes, plus belliqueuses, qui ont généralement vraiment l'intention de nous nuire. Alors, on peut parler, par exemple, des entités de type démoniaque. Alors là encore, rien à voir avec de la religion. C'est juste sur une manière de ressentir les choses, une émotion, une énergie véritablement, ou une manière de se nourrir. Tout ce qui va se nourrir de nos colères, de notre haine, de notre peur, on peut les classifier la plupart du temps dans tout ce qui va être démoniaque. Et là encore, c'est très vaste. Dans les entités démoniaques, il y a beaucoup de choses différentes. Je peux vous donner par exemple quelques exemples. On a les entités démoniaques, les entités diaboliques, les entités sataniques, les démons, les entités perverses sexuelles, les esprits maléfiques, les gardiens des portes de l'enfer, les princes noirs, j'en passe et des meilleurs, les larves. Je parlais des larves tout à l'heure. Certains démons vont se reproduire en vous, vous installez une larve pour que leur progéniture grandisse en vous et ait un terrain propice à se nourrir, à grandir, voire à posséder ou à agir à votre place. Donc là, on est véritablement sur des choses qui peuvent être problématiques, qui peuvent devenir dangereuses, mais qui ne sont pas forcément catastrophiques. Contrairement à ce que j'imaginais avant de commencer à travailler là-dessus, c'est beaucoup plus facile à enlever que ce qu'on imagine. La plupart du temps, il suffit d'une bonne dose d'amour pour les faire partir, voire pour les transformer. Et sinon, pour les personnes qui sont croyantes, une prière, ça peut aider. C'est pas forcément suffisant, mais ça peut aider.
On n'a pas besoin d'aller sur un exorcisme, hein. C'est pas parce qu'on a une possession qu'on va se retrouver comme dans le film L'Exorciste à marcher au plafond, la tête à l'envers avec des pustules et à vomir je sais pas quoi. Euh, une possession, c'est peut-être tout simplement aussi quand on est dans ces trucs. Enfin, j'agis comme ça, mais je sais pas pourquoi je fais ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous pousse à le faire. Pas simplement parce que ça se nourrit de nous, pas forcément parce que c'est quelque chose de démoniaque, hein, mais ça peut. Voilà. C'est pas des choses qui sont hyper fréquentes, bien qu'elles ont tendance à devenir de plus en plus courantes. Là aussi, je pense que l'élévation vibratoire fait que quelque part, elles essayent de... Moi, ce que moi j'en perçois, ce que j'en pense, c'est qu'elles essayent de nous maintenir dans un niveau vibratoire suffisamment bas pour pouvoir survivre en tant que telles, sans se rendre compte qu'elles ont la possibilité de vivre de manière différente en évoluant, en changeant. Voilà. Donc ça, c'est la petite subtilité par rapport à ça. Donc on est véritablement sur quelque chose de nocif, mais pas forcément quelque chose de grave ou de catastrophique. On va rentrer dans des choses plus graves par contre. Alors, bizarre, hein, mon petit dessin, là, cette petite bulle, on se demande à quoi ça correspond. Je vais vous parler des hautes entités. Quand j'en ai entendu parler la première fois, très sincèrement, j'y ai pas cru. Ma première idée, c'était ça, c'est des farfelus. Je sais pas pour quel secte ils bossent, mais jusqu'au jour où je suis tombé dessus. C'est rare, mais ça existe. Je saurais pas ce que c'est exactement. Je sais pas comment ça fonctionne exactement. Par contre, je sais quelle forme ça a. Et ça, cette forme de bulle. Donc comme si en fait la base, hop hop, on est là, voilà, la base était fixée quelque part en vous. Et en fait, ça monte dans les différents corps subtils. Et au-delà, ou dans un des corps subtils, ça va se développer sur quelque chose d'immense. Alors en fait, pour ceux qui ont déjà fait des nettoyages, des soins chez moi, ça ressemble beaucoup à une flèche. Alors, une flèche, pour vous expliquer ce que c'est une fuite d'énergie. Ça ressemble à un tourbillon, hein, une espèce de tornade qui se fixe sur un organe ou sur une zone du corps et qui va créer une fuite d'énergie à cet endroit-là. Et en fait, ce cône d'énergie, il est en rapport avec la base de cette bulle. Et clairement, à chaque fois que je tombe sur ce type d'entité, je tombe sur cette forme. Je n'ai jamais rien d'autre de plus. J'ai pas d'image. J'ai pas de mots. J'ai des réactions. J'ai des contre-attaques. J'ai plein de choses comme ça. Par contre, absolument rien qui me permette de comprendre exactement ce que c'est. J'ai par contre un indice. C'est que dans la grande majorité des cas, pour ne pas dire quasi systématiquement, quand j'enlève quelque chose comme ça, il y a un don chez la personne qui est bloquée. Et souvent elles sont bloquées sur la zone du don. Voilà. Donc, est-ce que ces choses-là sont là pour nous empêcher d'évoluer? Est-ce qu'elles sont là pour nous empêcher d'exploiter notre plein potentiel? Ou est-ce qu'elles se nourrissent de ce potentiel à notre place? Je me suis posé la question si par exemple elles ne sont pas simplement là parce qu'on refuse notre don et que comme on le refuse, elles viennent et elles en prennent possession. Voilà. Donc on n'a pas forcément une interférence grave à première vue. Par contre, tout ce qui en découle peut le devenir. Quand j'ai ce genre de choses à enlever, là, croyez-moi, je bataille. C'est pas le genre de truc qui s'enlève en quelques secondes. Ça résiste, ça contre-attaque, ça se bat, ça attaque, véritablement. Des fois même avant que je le perçoive. Comme si eux ils savaient qu'effectivement je vais leur tomber dessus à un moment donné et qu'ils essayent de prendre les devants. Ils essayent de me faire peur. Voilà, j'ai pas peur, donc c'est raté. Voilà, je vous parle de ça parce que effectivement, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça fait partie de ces choses que j'ai découvertes avec la pratique, avec l'expérience, et qui ont une sacrée puissance. Voilà. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler également de ce qu'on appelle les interférents. Alors là, pareil, beaucoup de théories sur le sujet, hein.
Mais savoir exactement ce que c'est, pourquoi, comment, franchement, j'en sais rien. Je sais juste que c'est là, que ça existe, que ça a tendance à vouloir agir sur nous, même à agir sur nous, à influencer nos actes, nos pensées, nos décisions. C'est sans doute les choses les plus puissantes que je connaisse, jusqu'à présent en tout cas. Alors je sais que si vous cherchez interférents sur internet, vous allez souvent tomber sur des notions d'extraterrestres et trucs comme ça. Franchement, j'en sais rien. Est-ce que ça existe à ce niveau-là ou pas? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est là. Ce que je sais, c'est que ça agit sur nous. Ce que je sais, c'est que ça agit sur de plus en plus de monde. Euh, Virginie, malheureusement, non, là on n'est plus sur nos pensées en fait, hein. Nos pensées, nos subconscients, on est vraiment sur des formes pensées, sur les bases que j'expliquais en début de vidéo. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus rotor, de beaucoup plus dangereux, de beaucoup plus vil, qui sait se cacher, qui est très difficile à repérer, extrêmement difficile à combattre et à enlever. Ça m'arrive de temps en temps de tomber dessus. Jusqu'à présent, j'ai réussi à tous au moins les éloigner. Euh, Ça reste des choses très puissantes. Donc là, je ne saurais pas dire ce que c'est, comme je vous dis, hein. Je sais que ça existe. Donc ça fait partie peut-être des entités les plus puissantes que je connaisse. Voilà, du moins de ce que je connaisse actuellement. Et comment agissent ces interférents? Parce que en fait, les interférents, la différence, c'est qu'ils sont pas constamment sur nous. Ils vont plutôt agir avec ce qu'on va appeler les implants. Alors là, les implants aussi, c'est pas forcément lié aux interférents uniquement. Et c'est pour ça que beaucoup parlent d'extraterrestres, parce que bon, on pense tout de suite implants extraterrestres, etc. C'est lié beaucoup à la culture, à la culture cinématographique, etc. qu'on peut avoir, hein, par rapport à tout ça. Les implants, pourquoi on appelle ça comme ça? Parce que pour ceux qui les perçoivent, et alors ça fait partie des choses que je commence à voir, alors que je vois assez rarement les choses, hein. Ça fait partie des choses que je vois de plus en plus souvent. Ça prend des formes qui peuvent se rappeler soit des formes mécaniques, technologiques ou biologiques. Même des formes d'entités. Et parfois, des implants deviennent des entités, à proprement parler. Ce sont comme des mécanismes, comme des choses qui sont installées et qui permettent de maintenir ce contrôle ou cette volonté de l'interférent ou de l'entité, puisqu'il n'y a pas que les interférents qui utilisent ça, pour pouvoir nous obliger à faire certaines choses ou pour nous bloquer dans certaines choses ou nous empêcher de réussir à faire certaines choses ou nous faire suffisamment peur pour ne pas aller dans certaines directions. Les implants, on en trouve également dans les sorts. Quand je parlais des professionnels, de ceux qui savent ce qu'ils font, ce qu'on appellera les sorciers, hein, mais bon, je dirais vraiment les mauvais, parce que c'est ceux qui font ça pour le pognon, parce qu'ils en ont rien à faire, parce qu'ils aiment faire du mal. Eh bien, ils mettent souvent en place des implants qui vont faire que quand on nettoie, soit ça se retourne contre celui qui nettoie, soit ça se réactive, alors qu'on est sûr qu'on l'a enlevé, ça va se remettre en place automatiquement au bout d'un certain temps. Ou alors ils vont en installer plusieurs, et puis quand on enlève une fois, le deuxième va s'activer quelques jours après, etc. etc. C'est quelque chose de particulièrement vicieux, l'implant. On ne peut pas toujours l'enlever, mais rassurez-vous, on peut toujours au moins le transformer. Et quand on ne peut pas l'enlever, on peut faire en sorte, au minimum, de lui donner la fonction inverse de ce pourquoi il a été créé, même si on ne sait pas à quoi il sert. Si on sait que c'est là pour quelque chose de nocif, en le transmutant en quelque chose d'opposé, et bien finalement ça va vous amener les choses qu'on vous refuse ou vous permettre d'évoluer sur des choses qu'on vous interdit de faire. Voilà. Donc ça c'est le gros des entités les plus courantes, les plus connues, sur lesquelles je travaille le plus souvent. Il y a beaucoup d'autres choses, hein. J'ai pas parlé des âmes, qui peuvent être considérées comme des entités automatiquement, mais qui sont bien au-delà. Ah oui, alors Muriel, oui, je vois de quoi tu parles, hein, la chaîne YouTube d'Aurore Chevalier. Attention,
j'ai vu, c'est pratique. Elle utilise une méthode qui, à mon sens, n'est pas forcément pertinente et peut même être dangereuse d'après une amie qui est psychologue et qui a pu étudier un petit peu sa façon de faire. Alors moi je me méfie d'elle et de ses méthodes. Donc on parle effectivement là-dedans des implants, sauf que elle c'est systématiquement extraterrestre et je suis désolé, il n'y a pas que ça. Que ce soit ça ou pas, hein, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses, il y a beaucoup d'autres choses. Je crains qu'elle n'influence beaucoup les personnes qu'elle met sous hypnose. Donc pour ma part, c'est pas ma référence. Voilà. Je connais des gens qui sont passés par elle qui sont très contents, je dis pas le contraire. De mon expérience à moi, je dis attention. Voilà, donc je vous ai fait un petit peu le tour de toutes ces entités, de toutes ces choses. Alors c'est pas pour vous faire peur, hein, parce que comme je vous ai dit, c'est pas automatiquement quelque chose de nocif, c'est pas automatiquement quelque chose de mauvais. Tout le monde ne se trouve pas avec sur le dos des trucs hyper puissants et hyper dangereux. Certaines de ces choses peuvent maintenir un état maladif ou aggraver une maladie. Le fait de les enlever peut permettre à certaines personnes de mieux supporter leurs traitements médicaux, d'améliorer leur état de santé plus rapidement, de retrouver suffisamment d'énergie pour pouvoir s'auto-guérir, pour pouvoir retrouver la force dont ils ont besoin. C'est pour ça que j'enlève ces choses-là en fait quand je travaille sur un soin. Quand je fais un soin énergétique, un nettoyage énergétique, j'enlève tout ce qui est nocif. Donc bien sûr ce qui va être positif, les anges gardiens, les entités positives, les animaux totems, je touche pas à ça. Souvent je les cherche même pas, donc je vais même pas les repérer parce que je les cherche pas. Je cherche vraiment ce qui va être nocif pour les personnes. Et donc nettoyer tout ça, c'est important. Moi également, j'ai beau ne pas avoir peur, j'ai beau savoir comment travailler, comment me protéger, il m'arrive d'avoir des trucs comme ça sur moi. Et donc régulièrement, je suis obligé de me nettoyer ou de me faire faire un soin par quelqu'un. Donc le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est simplement de vous faire nettoyer les entités régulièrement. Comme on va chez le dentiste régulièrement tous les ans pour vérifier qu'on n'a pas de caries, ça peut être bien d'aller chez son énergéticien, vérifier que de temps en temps qu'il n'y a pas une entité qui nous travaille dessus. Voilà. Ça n'engage pas à grand chose, mais au moins on est tranquille et ça nous évite de piétiner, de tourner en rond. Voilà. Catherine, tu veux que je parle des âmes? Moi j'ai encore quelques minutes, alors je veux bien parler des âmes. Les âmes, l'âme fait partie de nos corps énergétiques, hein, donc finalement, moi je considère que quand on meurt, on disparaît pas, hein, notre âme continue à vivre. En fait, les âmes peuvent soit rester, parce qu'elles considèrent qu'elles n'ont pas fini quelque chose, soit ne pas savoir qu'elles sont mortes, et continuer à essayer d'interagir avec nous. Donc elles peuvent se fixer chez quelqu'un de cette manière-là. Soit se scinder. Et il n'est pas rare de voir des morceaux d'âme s'installer sur quelqu'un. Alors soit parce que la personne ne fait pas son deuil et n'est pas prête à laisser partir l'âme, et donc finalement elle va en garder un morceau, ce qui est très mauvais pour soi déjà, et très mauvais pour l'âme en question, qui ne peut pas continuer son évolution, qui ne peut pas continuer son chemin, qui ne peut pas monter vers la lumière ou vers quoi que ce soit d'autre. Elle ne peut plus évoluer, puisqu'elle est bloquée. Donc le fait de retenir une âme, de ne pas faire son deuil, c'est problématique. Certaines âmes vont aussi s'installer, ou certains morceaux d'âme vont s'installer, alors soit parce que ça a été la volonté de la personne de son vivant, qu'elle a donné un morceau de son âme à quelqu'un, alors notamment par exemple dans une relation amoureuse, on peut offrir son âme ou une partie de son âme à l'être aimé. C'est très joli, très romantique. Ça peut aussi être problématique. J'ai fait cette erreur et on a dû se soigner tous les deux, hein, ma compagne et moi, à cause de ça. Donc c'est joli, c'est mignon, mais ça peut être nocif. Et donc quelqu'un qui pour une raison ou une autre va donner un bout de son âme à quelqu'un, si elle meurt, la personne continue à avoir ce bout d'âme, et puis l'âme en question, elle ne peut pas continuer son évolution, il va lui manquer quelque chose, il va lui rester un trou, une marque. Voilà. Donc c'est bon aussi de vérifier de temps en temps qu'il n'y a pas une âme. Bon, ça fait partie des choses également, quand je cherche les entités, je vérifie s'il n'y a pas une âme qui est accrochée, s'il n'y a pas un morceau d'âme qui est accroché, ou si on n'a pas envoyé nous un morceau d'âme chez quelqu'un d'autre et qu'il nous manque un morceau. Donc ça aussi,
c'est pas systématiquement une recherche que je fais, mais ça peut arriver quand il y a des choses bizarres que j'arrive pas à percevoir, j'essaye de chercher un peu plus loin, et donc là je vais chercher dans le domaine des âmes. Donc oui, voilà, les âmes, il y a beaucoup de choses. Les âmes animales également, hein, puisque quand on perd un animal cher, on peut aussi quelque part vouloir garder un bout de son âme avec soi. On cherche pas à le faire par méchanceté ou par cruauté, c'est juste parce que on n'arrive pas à faire son deuil. Et faire son deuil, c'est aussi libérer l'âme de celui ou de celle qui s'en va. Donc c'est vraiment, vraiment important de se détacher de ça, de ne rien garder, de ne rien accrocher, de ne pas s'accrocher aux choses, aux êtres, que ce soit les âmes, que ce soit les entités, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes. Je ne parle pas des entités des plantes, mais voilà. Il y a énormément de choses, c'est un univers extrêmement vaste. Quand on est sur le subtil, vous ne pourrez le comprendre véritablement que si vous allez vous plonger là-dedans, que si vous commencez à chercher à ces domaines-là, à travailler dessus, à vous y intéresser, à les ressentir. Bien sûr, c'est pas à la portée, enfin si c'est à la portée de tout le monde, mais bien sûr tout le monde n'en a pas envie et tout le monde n'a pas le courage ou l'envie ou le besoin de le faire, hein, bien entendu. Euh, on n'arrive pas à appréhender tout ça. On peut à peine, on voit même pas la surface de l'iceberg. À la limite, quand on n'est pas dans ce domaine-là, tout ce qu'on voit, c'est les premiers centimètres de la première couche de glace au sommet de l'iceberg. Hein. Tout ce qui est derrière, hein, tout ce qui est en dessous, je suis même pas sûr que je suis encore arrivé en dessous de la surface pour le moment. Donc, et ça fait très longtemps que je suis dans le domaine. Et j'en vois beaucoup. Et je vois beaucoup de choses. Je découvre beaucoup de choses. Comme je disais, je crois en début de vidéo, il n'y a pas une semaine où je découvre pas quelque chose de neuf. Voilà. Donc, vaste sujet, j'ai profité que j'avais une heure pour parler de ça, parce que voilà, je suis quand même à 56 minutes déjà. Hein. Donc, merci de m'avoir posé quelques questions. S'il y en a d'autres par la suite, n'hésitez pas, hein, voilà, pensez à me les envoyer en message privé ou en commentaire, et je me ferai une joie de vous répondre si c'est dans mes capacités, si j'ai la réponse ou au moins une idée de la réponse. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir passé du temps. J'espère avoir été suffisamment clair pour tout le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bonne continuation à tous. Et puis pour tous ceux qui passent encore après moi, bonne chance pour vos directs. Bye bye, ciao tout le monde.